L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Mon nom est Michel Gariepi, Pierre et Monument Saint-Marc, président de la compagnie, en compagnie de mon frère Yves Gariepi, qui est secrétaire trésorier. Nous autres, on a démarré en juillet 2012. À Saint-Marc, il n'y avait plus de taille de pierre. Il y avait l'extraction des blocs de carrière qui étaient vendus à d'autres transformateurs. Mais à Saint-Marc comme tel, ça n'existait plus. Puis, on avait eu l'opportunité d'acheter des équipements qui existaient encore à Saint-Marc pour la taille de pierre dans le temps qu'il y en avait. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de débuter la taille de pierre à la petite échelle là, pour voir ce que c'est que ça donnerait comme travail, si ça valait la peine. Puis de fil en aiguille, bien, on s'est fait un nom et une réputation. Puis en même temps, bien, on a incorporé aussi les monuments funéraires, parce qu'il y avait un monsieur qui faisait des monuments funéraires à Saint-Marc, M. Gilneau. Puis, comme il prenait sa retraite, bien, nous autres, on a racheté ses équipements. Puis, on a commencé à faire du monument funéraire en même temps. Il y a beaucoup de bâtisses de fait en pierre de calcaire. Ça existe depuis environ 115 ans qui s'extrait de la pierre ici à Saint-Marc. Puis, il y a des bâtisses comme la basilique Saint-Anne de Beaupré, il va y avoir les Portes Saint-Jean à Québec, le Parlement de Québec, l'édifice de la Ville de Montréal, le Vieux-Montréal, beaucoup à Ottawa aussi. Il y a un peu dans le nord des États-Unis. Et cette pierre-là a été grandement utilisée là, dans les années 60, 70 et 80. C'est une pierre qui est très durable. À ce moment-là, c'est une pierre qui traverse le temps là, facilement. La grande majorité de notre production, ça va dans le coin de Montréal. C'est surtout Montréal qui utilise le plus cette pierre-là parce qu'il y a des secteurs de la ville que c'est obligatoire d'utiliser la pierre de Saint-Marc pour faire de la restauration, où il y a un pourcentage de la bâtisse des nouvelles constructions qui sont obligatoirement faites en pierre de Saint-Marc. Il y a des secteurs de la ville là, que tu n'as pas le choix de garder le cachet du secteur. Là. Ils obligent de mettre de la pierre de Saint-Marc. Au départ, c'est qu'on sélectionne les pierres, les blocs qui arrivent de chez Grémont en fonction de ce qu'on veut faire. C'est des commandes qu'on reçoit. Si on reçoit des commandes pour faire des marches d'escalier, bien, on a des épaisseurs, des longueurs. Fait qu'à ce moment-là, on fait des tranches avec l'épaisseur qu'on a besoin pour faire des marches ou que ce soit des linteaux de fenêtres, des tablettes de fenêtres. Fait que là, on fait des tranches. Une fois que les tranches sont faites, ce qu'on fait, c'est qu'on va les envoyer sur une autre scie qui, elle, va les déligner avec les grandeurs appropriées. C'est toujours l'épaisseur des tranches qui fait qu'on décide de faire ces tranches-là en fonction d'un produit qui a été commandé. Puis une fois que le délignage est fait avec les grandeurs spécifiées, bien, ce qu'on fait, on va les envoyer à finition. Ils vont tout enlever les imperfections. Ils vont mettre les textures que les gens ont demandé. S'ils ont demandé une texture bouchardée, une texture meulée ou peu importe la texture qu'ils veulent avoir, bien là, ils vont faire la finition puis ils vont mettre les textures dessus. La plupart des textures dans le calcaire, ça va être soit de la pierre qui va être bouchardée, qu'on appelle, c'est comme des petits picots, là, ou de la pierre meulée qui va être lisse-lisse.
Aussi de la pierre bosselée, comme cette pierre-là ici. Là. Ça, c'est les 3 textures les plus populaires. Il y a d'autres textures qui existent, mais à moins grande échelle. Là, que ce soit la texture layée, c'est comme lignée. Ça, c'est de la texture qui est plus dispendieuse, puis c'est moins utilisé. Après ça, on peut faire des textures brossées pour faire de la décoration intérieure ou des comptoirs. C'est qu'il y a d'autres modèles de textures qu'on peut faire, mais à plus petite échelle. Dans les carrières, autrefois, dans les années 80, 70, 80, tu avais des maîtres tailleurs dans l'usine qui prenaient 1 ou 2 gars, puis tranquillement, ils l'habituaient comme manœuvre, puis le gars voyait comment ça fonctionnait. Après ça, il faisait commencer par faire des opérations plus simples, que ce soit du meulage ou du bouchardage ou des choses semblables. Et après ça, si le gars avait de la dextérité, puis il avait des facilités à travailler manuellement, bien là, c'est là il commençait à y montrer le métier de tailleur pour être capable de faire des pièces plus compliquées, plus difficiles, puis avec un peu plus de précision que certaines autres pièces. Mais c'était tout transmis de tailleur en tailleur. Les plus vieux tailleurs, bien là, ils ont tout le temps un nouveau qui vont lui montrer comment ça se fait telle affaire. Puis c'est le temps qui fait que la personne, puis ça y prend une dextérité manuelle aussi. Si c'est quelqu'un qui est manuel, normalement, ça va être assez facile que ça va rentrer, mais normalement, ça prend 1 année ou 2 là, que la personne avant qu'elle soit autonome. Monsieur Ticot. Oui, monsieur. On se demandait comment vous avez commencé à jouer de l'accordéon. Est-ce que quelqu'un qui vous a montré à jouer? Non, j'ai appris ça tout seul. Puis il y avait un accordéon chez vous? Non, non, non. Premier accordéon qu'on a eu, on avait gagné ça à travailler au foin avec chez mon grand-père ici, là. On avait eu chacun 5 piastres, puis on avait acheté un accordéon de 15 piastres. C'était pas bonne, là, des gars. Puis j'ai commencé sur un accordéon de même. C'était formé un orchestre. OK. Moi et mon frère, ma soeur qui jouait du piano au commencement, là. Puis ça n'a pas été long que mon père, on avait acheté un drum. C'est un de mes chums qui drummait. Puis le père avait décidé de drummer, lui. Fait que là, c'était moi le père, puis mon frère. Fait que, puis on avait un colleur. Puis là, on allait dans des noces, puis des enterrements de vie de garçon. Il y avait un monsieur par ici, il avait acheté un accordéon 3 rangées, une Frontalini italienne. Pareil. Il pensait de jouer, puis ça ne marchait pas. Notre banquier qui était au coin de la rue ici, lui, il arrangeait des radios, tout ça. Ça fait que là, il avait changé ça pour un radio. Puis comme mon père avec Romer Hardy qui avait la banque, c'était tous des pompiers ensemble. Puis il savait que je jouais de l'accordéon. Et un dimanche, en montant de la messe, il dit t'arrêteras, j'ai quelque chose à te montrer. Fait qu'il me montre l'accordéon, une toit rangée, il dit, c'est pas tout le monde qui avait ça. Fait que le père a fait ça, puis il arrive chez nous le dimanche après la messe, tiens, il dit c'est à toi ça. J'ouvre la boîte, l'accordéon doit ranger, j'étais fou de ma balette. Puis quand vous jouiez de même des hôtels, c'était toujours pour de la danse. Ouais. Ah, les enterrements des garçons, mais là, c'était épouvantable. Hey. Puis le choreur, il faisait partie du groupe, Ouais, de l'orchestre. ouais. C'était qui chorait avec vous? Le premier choreur, c'était Johann Adler. On l'appelait le gosier d'acier.
Parce que, tu sais, dans les salles, c'était des planchers de bois, puis ils mettaient de l'acide borique là, pour que ça soit coulant. Mais tu viens blanc, c'est de la poussière. Hein. Lui, il était comme moi, là, mais lui, il râlait pas. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelait le gosier d'acier. Lui, on allait dans les noces, des fois, là, puis on faisait 10-15 quadrilles. Là, c'était-tu toujours dans les hôtels comme tel ou c'était ben, souvent quand j'ai dehors? commencé, moi, dans les noces, c'était dans les maisons privées. OK. Ouais. À quelles années tu as commencé à jouer pour de Ben, la danse? j'avais 11 ou 12 ans, je pense. Puis les noces, y avait-tu beaucoup de monde pour pouvoir danser dans les chambres, dans les maisons, dans les cuisines? Ouais, mais là, c'est qu'il faisait des quadrilles, il faisait ce double. Tu sais, puis, il mettait 4 coupes, puis 4 sur l'autre sang, là, quand il y avait la place. 2-7. Ouais, mais il faisait la première partie, puis après ça, le même. C'était long, un quadrille. Là. Fait qu'on s'assisait, puis dans un coin, puis il dit, joue Tino, mon roi, en crise. Ça arrêtait pas. Ça chantait pas non plus, là. Des morceaux modernes, on ne faisait pas de ça. Une valse, des fois. Mm. Puis c'est tout. Fait que c'était des rilles, Rien que ça. des marches, tu des 6-8? Pas des 6-8, ouais, des fois pas des galops. Pas tant. Les valses, c'était pas à mode. Non, non. Eh bien. Puis est-ce que, mettons, vous étiez un des orchestres les plus en demande ou il y avait Ouais, on était connus assez. Ouais. assez connu? Ah ouais.